Précédemment, nous avons abordé le sujet de la santé dans le cadre de la survie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite fortement à les visionner. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de l'orientation. Bon, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la majeure partie des informations présentes dans cette série d'épisodes proviennent du livre Aventure et survie, écrit par John Wiseman, ancien militaire et instructeur. Être capable de lire et dessiner une carte n'est que le prélude à la faculté de s'orienter. Il faut apprendre à interpréter les signes naturels existants sur le sol comme dans le ciel. Il est possible de pallier l'absence de boussole. Le soleil et les étoiles peuvent constamment contribuer à l'orientation. Il existe une grande variété de méthodes pour déterminer notre direction, tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Une certaine compétence en matière de prévision météorologique peut constituer un atout non négligeable dans une région sauvage, tandis que des notions simples sur la prévision et l'interprétation des systèmes nuageux donneront davantage de chance aux survivants. Choisissez soigneusement les cartes en étant certain qu'elles sont à une échelle utile et qu'elles donneront des informations exploitables. Une carte à très grande échelle qui montre chaque sentier et chaque bâtiment n'aura aucune utilité si vous devez conduire 1000 km sur l'autoroute. À l'opposé, peu de cartes routières donnent beaucoup d'informations sur la nature du terrain ou montrent des caractéristiques qui aideraient un marcheur à choisir son itinéraire. Les marins doivent être pourvus de cartes précises afin de pouvoir se maintenir en zone navigable. Le relief sous la mer peut être aussi varié que celui qui émerge. Les aviateurs auront besoin de connaître l'altitude des obstacles et quelques turbulences engendrées par les montagnes peuvent les obliger à voler plus haut pour leur sécurité. Les positions de la Terre entre d'une part le reste du système solaire et d'autre part la position des étoiles dans le ciel permettent de situer tout point de sa surface. Sa révolution sur son axe produit les jours et la nuit et son orbite autour du Soleil génère les saisons. Car l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil fait que, alternativement, le nord et le sud se trouvent à proximité de ce dernier. Le point le plus proche se déplace du tropique du Cancer, soit 23,5 nord, au tropique du Capricorne, soit 23,5 sud. Le Soleil se trouve à la verticale du Cancer le 22 juillet, à la verticale du Capricorne le 22 décembre. Il est au-dessus de l'équateur le 21 mars et le 21 septembre. Les étoiles gardent la même position entre elles et passent au même endroit par rapport à la Terre, nuit après nuit. Leur apparition au-dessus de l'horizon se produit 4 minutes plus tôt chaque nuit. En étudiant un soir une étoile dans une certaine position et en vérifiant sa position le soir suivant à la même heure, vous découvrirez qu'elle a varié d'1 degré d'arc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Se levant à l'est, les étoiles atteignent leur zénith avant de disparaître à l'ouest. Se lever et se coucher se produisant à distance égale du zénith. Les étoiles sont étudiées depuis des millénaires et les groupes ou constellations qu'elles représentent à l'œil nu ont été nommés dans l'ancien temps d'après des animaux et des figures mythologiques suggérées par leur forme. Dans l'hémisphère nord, il existe des groupes d'étoiles qui restent visibles tout au long de la nuit, orbitant autour de la seule étoile qui semble rester immobile, l'étoile polaire. Dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire n'est pas visible et il n'existe aucune étoile de luminosité et de stabilité comparable, mais la recherche de sa direction dans l'hémisphère sud fait appel à une constellation nommée la Croix du Sud. Le temps est beaucoup plus local que le climat, bien qu'il soit possible de faire des généralisations sur le temps prévu dans les différentes parties du monde et dans certaines régions où les types de temps sont très stables. La géographie d'une petite zone peut rendre celle-ci très différente de sa voisine. Les types de temps sont déterminés d'une part par les mouvements du vent
et de l'eau au-dessus du globe. D'autre part, par les différences locales de température et de pression atmosphérique qui causent les déplacements d'air. Ceux-ci produisent les vents et apportent la pluie. D'une manière générale, l'air se déplace des zones des hautes pressions vers les zones de basse pression. L'air chaud se gonfle et s'élève, tandis que l'air plus frais s'installe en dessous. L'air chaud capte l'humidité, mais à des altitudes plus élevées, ou lorsqu'une raison quelconque fait baisser sa température, l'humidité commence à se condenser pour former des nuages et donner éventuellement de la pluie. L'exemple le plus courant est celui des montagnes qui obligent les courants aériens à s'élever, la pluie tombant alors sur les versants. Dans certains endroits, tant d'eau est ainsi perdue que du côté opposé de la chaîne se trouve un territoire sec, à l'ombre de la pluie. Cependant, cela ne signifie pas forcément que si à partir de ce territoire sec vous grimpez et franchissez la crête, vous vous trouverez dans une zone bien arrosée. La zone montagneuse peut se poursuivre encore quelques temps avant que vous n'atteigniez un secteur de très grande précipitation, où quelques causes d'ordre physique peuvent faire perdre aux nuages la majeure partie de leur humidité. Le mauvais temps peut être fatal. Il y a un temps pour sortir et se déplacer et un temps pour s'abriter. En connaissant certains signes, la prévision météorologique à court terme peut vous aider à décider ce qu'il faut faire. Avant d'envisager une activité, prenez note du temps et de tout changement probable. Apprenez à observer les vents et les changements de pression et consignez le temps qu'il fait ainsi que la manière dont il évolue. Les animaux sauvages possèdent une grande sensibilité à la pression atmosphérique, ce qui les aide à prévoir le temps 1 ou 2 jours à l'avance. Les oiseaux insectivores, par exemple, tels que les hirondelles, se nourrissent à une altitude plus élevée par beau temps, à une altitude plus basse lorsqu'un orage approche. L'activité inhabituelle des lapins durant la journée et des écureuils amassant plus de nourriture que d'ordinaire dans leur nid peut être l'annonce d'un mauvais temps. La réserve de noisettes d'un écureuil est un signe de son caractère industrieux et non de la rigueur de l'hiver prochain. Une récolte particulièrement abondante de baies est le résultat d'une mauvaise condition précédente. L'arbre produit des fruits supplémentaires pour donner à l'espèce plus de survie. Bien, j'espère que les informations relatives au sujet de l'orientation dans le cadre de la survie vous auront été utiles. Évidemment, je ne vous ai partagé qu'un résumé du sujet afin que cette vidéo reste digeste. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir mon site internet dont le lien est en description de cet épisode.